Troisième exercice, donc encore un exercice de Écricom 2021, un exercice d'algèbre linéaire. Alors bien que c'est vrai, on ait déjà eu un peu d'algèbre linéaire dans l'exercice 2, mais vraiment pas autant que dans cet exercice 3. Donc plusieurs parties. La partie A, exemple de matrice appartenant à A, et la deuxième partie, diagonalisabilité de ces matrices. Première question, déterminer l'ensemble des réels alpha tels que alpha multiplié par i3 appartiennent à A. Bon, bah, on se donne un réel alpha tel que alpha i3 appartient à l'ensemble A. Qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, pour être dans l'ensemble A, il faut vérifier une certaine égalité de matrice. Donc, on a donc alpha i3 facteur de alpha i3 plus i3, facteur de alpha i3 plus 2i3 est égal à la matrice nulle. Ce qui revient à dire que alpha i3 facteur de alpha plus 1 i3 facteur de alpha plus 2 i3 est égal à la matrice nulle, ou encore alpha facteur de alpha plus 1 facteur de alpha plus 2 i3 est égal à la matrice nulle. Or, la seule façon d'avoir ce produit nul, c'est d'avoir alpha facteur de alpha plus 1 facteur de alpha plus 2 qui vaut 0, c'est-à-dire d'avoir alpha égale 0 ou alpha égale moins 1 ou alpha égale moins 2. Donc finalement, alpha i3 appartient à l'ensemble A, si et seulement si alpha est dans l'ensemble 0, moins 1, moins 2. Voilà pour la première question, un petit peu de calcul, mais rien d'insurmontable. Question 2. L'ensemble A est-il un sous-espace vectoriel de E? C'est une bonne question. Parfois, on peut répondre facilement par la négative en disant que, par exemple, la matrice nulle n'est pas dedans. Or, ici, la matrice nulle est dedans, donc on peut oublier cet argument très simple. Cela étant, il y a un produit, donc il y a quand même assez peu de chances d'avoir d'avoir quelque chose qui soit un espace vectoriel. Bon. Le mieux, c'est peut-être d'essayer de regarder les choses. Donc déjà, on peut remarquer que clairement, l'ensemble A est inclus dans E. Ça mange pas de pain. Ensuite, la matrice nulle. Alors, la matrice nulle qui est notée ici, O3, elle est clairement dans A, puisque O3 multiplié par O3 plus I3 multiplié par O3 plus 2I3 est égal à la matrice nulle. Donc les deux premières assertions sont vérifiées. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, si je choisis une matrice qui est dedans, quand je la multiplie par un certain nombre, eh bien, je dois obtenir une autre matrice qui est dedans. Je ne vais pas choisir n'importe quelle matrice pour ça, et la question 1, elle est sans doute pas là par hasard. Je vais choisir alpha, par exemple, égale moins 1. On a vu que, à la première question, que moins i3 était dans A, puisque ça correspond à alpha égale moins 1, et il n'y a que 3 valeurs qui fonctionnent. Si jamais A était un espace vectoriel, alors, pour tout lambda appartenant à R, eh bien, on aurait lambda multiplié par moins i3 appartient à A. Je vais choisir une valeur de lambda, pas n'importe laquelle. Évidemment, je ne vais pas choisir ni 1 ni 2 pour lambda, je vais choisir une autre valeur. Donc, en particulier,
on aurait, pour lambda égale 3, ou lambda égale moins 1, enfin bref, il y a plein de valeurs qui marchent. 3 multiplié par moins i3 égale moins 3i3. Un élément, en particulier, on aurait un appartenant à A. Alors, hop, appartenant à A. Or, les seules matrices de la forme alpha i3 appartenant à A sont moins i3, moins 2i3 et O3. Moins 3i3 n'en fait pas partie. Donc A n'est donc pas un espace vectoriel, n'est donc pas un sous-espace vectoriel. En fait, il n'est pas non plus un espace vectoriel, mais ce n'était pas tout à fait la question posée. Question suivante. Question 3. On pose grand x1 égale machin, grand x2 égale machin, calculer bx1, bx2. bx1 c'est quoi? C'est moins 1, moins 1, 1, 1, moins 3, 1, 1, moins 1, moins 1, multiplié par le vecteur x1, c'est-à-dire 1, 1, 0. Évidemment, si on nous fait faire ces calculs, c'est certainement pas un hasard, c'est certainement parce qu'on va remarquer quelque chose, soit une propriété particulière, soit le fait que bx1 est égal à lambda fois x1, bref, qu'on a un vecteur propre, une valeur propre. Donc je fais mon calcul. Moins 1 fois 1, ça me fait moins 1, plus moins 1, ici je vais avoir moins 2. 1, moins 3, ce qui me fait moins 2. 1, moins 1, 0. Et je trouve ici moins 2x1. bx2, moins 1, moins 1, 1, 1, moins 3, 1, 1, moins 1, moins 1, multiplié par 1, 1, 1, ce qui nous fait moins 1, moins 2, moins 2 plus 1, moins 1, 1, moins 3, ce qui nous fait moins 2 plus 1, moins 1, 1, moins 1, 0, moins 1. Bref, je trouve moins x2. Donc je peux en conclure que bx1 est égal à moins 2x1, bx2 est égal à moins x2. Est-ce que c'est bien moins 2? Je ne me suis pas trompé. Non, c'est bien ça. B. En déduire deux valeurs propres de B. Eh bien, on en déduit que moins 2 est valeur propre de B, associé au sous-espace propre, au vecteur propre, je vais plutôt dire comme ça, x1, et moins 1 en est une autre, associé au vecteur propre x2. Donc on a moins 2. Moins 2, moins 1. On ne nous demandait pas les vecteurs propres associés, mais déterminer une base de chacun des sous-espaces propres associés. Alors là, le problème, c'est que nous avons seulement deux vecteurs propres, deux valeurs propres et deux vecteurs propres. Donc peut-être qu'il y a un troisième vecteur propre, on ne le sait pas à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a un sous-espace propre de dimension 2, un sous-espace propre de dimension 1. Peut-être que les deux sous-espaces propres sont de dimension 1. Donc on ne peut malheureusement pas se contenter de dire que x1 est une base de l'espace propre associé à la valeur propre moins 2 et que x2 est une base de l'espace propre associé à la valeur propre moins 1. On est obligé de refaire tout le travail.
Donc soit un vecteur U que je vais noter grand X égale X, Y, Z appartenant à l'espace propre associé à la valeur propre moins 2. On a donc, alors moins est égal à ker de B plus 2 fois l'identité. On a donc x moins y plus z égale 0, x moins 2y plus z égale 0, x moins y plus z égale 0. On peut remarquer immédiatement que la première et la troisième équation sont identiques. Donc on va avoir juste x moins y plus z égale 0, x moins 2y plus z égale 0. C'est ça. Il y a un petit truc qui ne va pas là-dedans. 3 plus 2, c'est moins 1 ici. Donc on a carrément 3 fois la même ligne. Et donc, on va avoir un espace propre de dimension 2. Et donc, je vais avoir par exemple y qui sera égal à x plus z. Oui. On va plutôt noter les choses autrement. On va plutôt dire que z est égal à x moins y. D'où x, y, z est égal à x facteur de 1, 0, 1. Non, c'est pas judicieux de faire ça. Je vais essayer de retomber directement. Je vais laisser mon y est égal à x plus z. D'où x, y, z est égal à x facteur de 1, 1, 0 plus z facteur de 0, 1, 1. D'où l'espace propre associé à la valeur propre moins 2 et l'espace vectoriel engendré par 1, 1, 0 et 0, 1, 1. On a de la chance, parce que c'est lui qui est de dimension 2. Et donc, on en déduit que comme x2 appartient à e moins 1, eh bien, on va dire les choses autrement. En fait, c'est que l'espace E moins 1 est forcément de dimension 1. On a de plus dim de E moins 1 qui est supérieur ou égal à 1 et dim de E moins 2 plus dim de E moins 1 qui doit être inférieur ou égal à 3. Donc ça ici, ça vaut 2. Donc dim de E moins 1 doit être inférieur ou égal à 1. D'où dim de E moins 1 est égal à 1. Comme il est de dimension 1 et qu'on connaît un vecteur, or x2 appartient à E1 et x2 non nul, on a donc E moins 1 qui est l'espace vectoriel engendré par x2. Ça, c'est réglé. Montrer que B est diagonalisable. Ben, en fait, c'est ce que l'on vient de faire ici. Qu'est-ce que l'on vient de dire? Eh bien, B admet deux valeurs propres, moins 1 et moins 2, pour lesquelles
dimension de l'espace propre associé à moins 2 plus dimension de l'espace propre associé à moins 1 est égale à la dimension de R3. Donc, plusieurs choses que l'on peut conclure. B, le spectre de B ne contient que ces valeurs-là. Et B est diagonalisable. Parce que la somme de toute façon des dimensions des sous-espaces propres ne peut pas dépasser 3. Si jamais il y avait un espace propre supplémentaire, on dépasserait 3. Ensuite, une matrice D, une matrice P. On peut donc choisir. Je vous rappelle que c'est bien un choix que l'on fait. On peut donc choisir D égale moins 1, 0, 0, 0, moins 2, 0, 0, 0, moins 2. Et P égale, donc le vecteur propre que j'ai trouvé associé à moins 1, c'est-à-dire 1, 1, 1. On ne nous donne pas de contrainte là-dessus. Ensuite, le premier vecteur propre associé à moins 2, c'est 1, 1, 0, et le deuxième, c'est 0, 1, 1. Encore une fois, hein, c'est un choix. Notamment, on pourrait très bien choisir d'autres vecteurs propres, ou alors écrire tout simplement la matrice D de façon dans un autre ordre, en fait, hein, les colonnes dans un autre ordre, ce qui impliquerait une matrice P différente. Voilà. Question D. Montrer que D appartient à A, puis que B appartient à A. Très bien. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va calculer D multiplié par D plus I3 multiplié par D plus 2I3. Alors on pourrait, je pense, travailler avec les valeurs propres de la matrice D qui sont ces valeurs diagonales, mais ici on a une matrice diagonale, on peut y aller aisément. Donc on va avoir moins 1, 0, 0, 0, moins 2, 0, 0, 0, moins 2, multiplié par D plus I3, donc 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, multiplié par D plus 2I3, donc moins 1, 0, 2I3, donc ici on va avoir 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc je vais commencer par faire le produit des deux matrices qui sont les plus à droite, puisque c'est là où il y a le plus de 0. Ce sont des matrices diagonales, donc il me suffit de multiplier mes coefficients diagonaux. Et là aussi, j'ai deux matrices diagonales. Donc D appartient à A. Ensuite, le reste de la question, puis que B appartient à A. Il y a bien écrit puis. Alors évidemment, je pourrais faire le calcul avec la matrice B, calculer B multiplié par B plus I3 multiplié par B plus 2I3. Bon, mais ça, je pense que ce ne serait pas forcément judicieux. Par contre, ce qu'il est sans doute plus judicieux à faire, c'est de décrire le calcul, donc B multiplié par B plus I3, multiplié par B plus 2I3, et de remplacer B par P dP-1. P dP-1 plus 2I3. Bon. Et alors, ce qu'il serait très intéressant de faire, je pense, c'est de regrouper finalement les P, les D et les P-1. Et pour ça, on va se servir du fait que I3, c'est PP-1. Et je vais factoriser chaque morceau à droite par P-1 et à gauche par P. Donc je vais avoir P, D, P-1 pour le premier morceau. Le deuxième, je factorise à gauche par P, donc je vais avoir D plus I3 en fait, hein, et à droite par P-1. Même chose pour l'autre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça?
Bien parce qu'ici, vous allez avoir I3. Ici aussi. Et donc vous avez P, D, D plus I3, D plus 2I3, multiplié par P-1. Et tout ça, c'est égal à la matrice nulle, puisque D appartient à A. Et donc vous avez P au 3, P-1 qui vous fait au 3. Donc la matrice B est bien dans A. Alors évidemment, on aurait pu calculer un petit peu plus vite, mais encore une fois, comme toujours, hein, j'essaye de détailler un minimum les calculs. Question terminée. Question 4. Plus généralement, on suppose que M est une matrice diagonalisable de E, telle que le spectre de M soit inclus dans 0, moins 1, moins 2, montrer que M appartient à A. Pas de problème. Donc soit M diagonalisable tel que le spectre de M est inclus dans 0, moins 1, moins 2. Bon. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la matrice M, donc il existe une matrice P inversible et une matrice D diagonale. Dont les coefficients diagonaux sont des éléments, je vais plutôt dire comme ça, de 0, moins 1, moins 2. Si la matrice est diagonalisable, hein, ça veut dire qu'elle a des valeurs propres de toute façon. Dans l'équation 1, tel que M est égal à P, D, P-1. Ce que nous avons démontré à la question D. D'après la question 3D, je vais plutôt dire les choses comme ça, à la question 3D, nous avons montré que si D était dans A, nous avons montré que D appartient à A implique que M appartient à A. Montrons donc que D appartient à A. C'est ça notre objectif. On va montrer donc que la matrice la matrice diagonale à laquelle M est semblable appartient à A. Eh bien, qu'est-ce que l'on a? On va calculer bien sûr D, facteur de D plus I3, facteur de D plus 2I3. Or, D est diagonale. Donc, c'est ça comme ça, calculons. Or, D est diagonale avec ses coefficients. Dans quoi? Eh bien, dans 0, moins 1, moins 2. Ce produit, notons donc D égale A0, 0, 0B, 0, 0, 0, C. Le produit D facteur de D plus I3, facteur de D plus 2I3, vaut donc, eh bien ici, A 0, 0, 0B, 0, 0, 0, C, multiplié par A plus 1, 0, 0, 0B plus 1, 0, 0, 0, C plus 1, multiplié par A plus 2, 0, 0, 0, B plus 2, 0, 0, 0, C plus 2, ce qui vaut
A facteur de A plus 1 facteur de A plus 2. 0, 0, 0. Bah, même chose ici, mais avec B. B facteur de B plus 1 facteur de B plus 2. 0, 0, 0. C facteur de C plus 1 facteur de C plus 2. Or, C est dans A est dans 0, moins 1, moins 2. Donc, A facteur de A plus 1 facteur de A plus 2. Il y a au moins un des trois... enfin, il n'y a pas au moins, il y a un des trois termes de ce produit qui vaut 0. De même, B facteur de B plus 1 facteur de B plus 2 est égal à C facteur de C plus 1 facteur de C plus 2 est égal à 0. On en déduit donc que D facteur de D plus I3 facteur de D plus 2I3 est égal à O3D et dans A. Par conséquent, M est dans A. Voilà pour cette première partie. Partie B. Je suis en train de me dire que la première partie, je crois que je l'avais notée partie 1. Non, j'ai bien noté partie A. Ça marche. Partie B. Soit M, une matrice appartenant à A, on note SP de M, le spectre de M, bon, bah, comme on l'a fait un certain nombre de fois dans ce travail. Question 5. Déterminer un polynôme annulateur de M et démontrer que le spectre de M est inclus dans 0, moins 1, moins 2. Bon. M appartient à A. Donc, M facteur de M plus I3 facteur de M plus 2I3 est égal à la matrice nulle. Soit P, alors je vais faire ça comme ça, P de X est égal à X facteur de X plus 1 facteur de X plus 2. On a P de M est égal à O3. Ce qui veut dire que les valeurs propres de M sont à chercher parmi les racines de P. Or, celles-ci sont moins 1, 0 et moins 2. D'où deux choses. P de x est égal à x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2 annule la matrice M et le spectre de M est inclus dans cet ensemble de racines que l'on vient de donner. 0, moins 1 et moins 2. Question 5 terminée. Question 6. On suppose dans cette question que M admet 0, moins 1 et moins 2 comme valeur propre, justifié que M est diagonalisable. Eh bien, comme M admet 3 valeurs propres distinctes, et est de taille 3, M est donc diagonalisable. Question 7a. Alors, on va remonter un petit peu l'énoncé. On suppose dans cette question que moins 1 est l'unique valeur propre de M, justifier que M et M plus 2I3 sont inversibles, puis démontrer que M est égal à moins I3. Alors, c'est un petit peu tiré par les cheveux, puisqu'on a déjà démontré que... ah oui, non, on n'a pas montré ici que M était forcément diagonalisable. J'ai rien dit. Donc, M, donc si le spectre de M est réduit à moins 1, eh bien, moins 1, 0, n'est pas valeur propre
de M. Donc M est inversible. Maintenant, M plus 2i3. On va s'intéresser à M plus 2i3. Pour M plus 2i3, donc on a, il existe un vecteur U non nul, tel que MU est égal à moins U. D'où M plus 2i3, facteur de U. On aura donc moins U plus 2U, c'est-à-dire U. Voilà, donc on en déduit que 1 est dans le spectre de M plus 2i3. Est-ce que c'est bien utile de faire ça? Je ne sais pas. On va voir. Supposons que que 0 appartienne au spectre de M plus 2i3. Dans ce cas-là, il existe U différent de 0, 0, 0, tel que M plus 2i3 U soit égal à 0, 0, 0, c'est-à-dire MU plus 2U est égal à 0, 0, 0, c'est-à-dire que MU est égal à moins 2U. Qu'est-ce que l'on vient de dire? Donc moins 2, on a donc moins 2 appartient au spectre de M, ce qui est contradictoire. Donc 0 n'appartient pas au spectre de M plus 2i3. M plus 2i3 est inversible. Peut-être d'autres façons de faire, hein, mais ici vous avez une solution qui fait intervenir les valeurs propres et le lien entre plusieurs matrices. Et surtout, à ne pas oublier, hein, c'est qu'une valeur propre, elle est toujours associée à un vecteur propre. Où j'en étais? J'étais un petit peu dérangé par le téléphone. Donc on a montré que les deux matrices étaient inversibles. Maintenant, il faut montrer que M est égal à moins I3. Bon. Alors, comme je le disais, hein, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on a déjà abordé en cours, mais dans le cas où M était diagonalisable. Là, ici, à aucun moment, on nous dit que M est diagonalisable. On sait juste que M est dans A. Donc, or, M est dans A. Donc, M facteur de M plus I3, facteur de M plus 2I3 est égal à la matrice nulle, obligatoirement. Or, M est inversible. Donc, M plus I3 multiplié par M plus 2I3. Je multiplie à gauche par M-1 est égal à M-1 multiplié par O3, c'est-à-dire est égal à O3. De même, M plus 2I3 est inversible. Donc, je multiplie cette fois à droite par M, l'inverse de M plus 2I3. Donc, je vais avoir M plus 2 plus I3, celui qui va me rester, est égal à O3 multiplié par M plus 2I3 à la puissance moins 1, c'est-à-dire à O3. Et donc, finalement, M plus l'identité est égal à la matrice nulle, d'où M est égal à moins I3. Donc, en particulier, hein, la matrice est diagonalisable puisqu'elle est carrément égale
ici à une matrice diagonale. Hop. Que peut-on dire si le spectre de M est égal à moins 2, si le spectre de M est égal à 0? Eh bien, avec un raisonnement similaire, on montrerait que si le spectre de M est égal à moins 2, alors M est égal à moins 2i3. Et si le spectre de M est égal au vecteur nul, alors M serait égal à la matrice nulle. C'est exactement le même raisonnement, on ne le fait pas, hein, mais c'est exactement le même principe. On montrerait qu'à chaque fois les deux autres matrices sont inversibles et que en multipliant par leurs inverses, on obtient ce que l'on veut. Question 8. On suppose dans cette question que M n'admet aucune valeur propre. Justifier que les matrices M, M plus I3, M plus 2I3 sont inversibles, oui, aboutir à une contradiction. Bon. M, on suppose que M, si M n'admet aucune valeur propre, 0 n'est pas valeur propre de M. Si M n'admet aucune valeur propre, alors 0 n'est pas dans le spectre de M, qui est vide en fait. Hein. Donc M est inversible. On a une partie du travail qui est fait. Ensuite, si jamais... oui, non. Ce qu'il faudrait montrer, dans ce cas-là, c'est que M plus... plus I3 et plus 2I3 n'a pas non plus 0 comme valeur propre. Supposons... Donc là, en fait, on va faire un raisonnement par l'absurde dans un raisonnement par l'absurde. Supposons que 0 soit dans le spectre de M plus I3. Qu'est-ce que l'on aurait alors? On aurait alors, donc il existe alors U non nul, tel que M plus I3 que je multiplie par U serait égal à 0, 0, 0, c'est-à-dire MU plus U 0, 0, 0, c'est-à-dire MU est égal à moins U. Donc moins 1 est valeur propre de M, ce qui est contradictoire. Donc, M plus I3 est inversible. Et comme on l'a déjà montré précédemment, pour ça que je marquais un de même, comme on l'a montré à une question précédente, où est-ce que c'était ? Où est-ce que c'était ? Je ne sais plus. De même. On montre par l'absurde que 0 n'est pas dans le spectre de M plus 2I3. Et donc, que M plus 2I3 est inversible. Aboutir à une contradiction. Bon, on va aboutir à une contradiction. Hein. Supposons... non. Donc on a alors... On a 2 plus... M facteur de M plus I3 facteur de M
plus 2i3 est égal à O3. Je multiplie à gauche par m moins 1. Donc je vais avoir m plus i3, m plus 2i3 est égal à O3 en multipliant par m-1. Je multiplie à gauche par ce qu'on va faire, on multiplie à droite par l'inverse de m plus 2i3, de même, en multipliant par m plus 2i3 moins 1, on a m plus i3 est égal à O3, d'où m est égal à moins i3. Donc, le spectre de m est égal à moins 1, ce qui est contradictoire. Conclusion. M admet au moins une valeur propre. Question 9a. Il s'agit de démontrer que f plus l'identité rond f plus 2 fois l'identité est égal au vecteur nul. Bon. Pour ça, on a une information, c'est que f a pour matrice M dans la base canonique qui s'appelle ici B. Donc, le spectre de f est égal au spectre de M, c'est-à-dire à moins 1, moins 2. Donc, 0 n'est pas dans le spectre de f. Ce qui fait que le noyau de f est réduit au vecteur nul. Sinon, eh bien, la dimension de quart de f serait supérieure à 1. Sinon, on aurait 0 valeur propre de f. Donc, f étant un endomorphisme, alors comme eh bien f est bijectif. De plus, M est dans A, donc f rond f plus l'identité, rond f plus 2 fois l'identité, est égal à l'application nulle. En composant par f-1, en composant à gauche par f-1, on a f plus l'identité rond f plus 2 fois l'identité. Bon, il n'y a pas tellement d'autre choix que détailler ça. C'est-à-dire que pour tout U appartenant à R3, vous avez f plus l'identité rond f plus 2 fois l'identité de U qui est égal au vecteur nul, c'est-à-dire que f plus l'identité de f de U plus 2U qui vaut 0, c'est-à-dire f rond f de U plus 2 fois f de U parce que f est linéaire, plus f de U plus 2U qui est égal au vecteur nul, c'est-à-dire que f rond f de U plus 3f de U plus 2U qui est égal au vecteur nul. Bon, on va maintenant s'intéresser à la composition dans l'autre sens. Je me donne U dans R3 et je vais m'intéresser à f plus 2 fois l'identité, rond f plus l'identité de U. Ça, c'est f
plus 2 fois l'identité que je vais appliquer en f de u plus u, c'est-à-dire f rond f de u plus f de u plus 2f de u plus 2u, c'est-à-dire f rond f de u plus 3f de u plus 2u. Et je remarque que c'est exactement la même chose que ma combinaison, ma composition en fait dans l'autre sens. F plus l'identité rond f plus 2 fois l'identité de u, et ça, c'est le vecteur nul d'après ce que je viens de montrer. Donc finalement, f plus 2 fois l'identité, rond f plus l'identité, est égal à l'application nulle. Alors attention, hein, les zéros que je mets partout, ici c'est 0 vecteur nul de R3, vecteur nul de R3, ici c'est application nulle, hein, endomorphisme de nul. C'est marqué 0, mais ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Question 9b. Démontrer que la dimension du noyau de ker de f plus l'identité est supérieure ou égale à 1 et que dim de ker de f plus 2 fois l'identité est supérieur ou égal à 1, bah, c'est la définition même. Hein. Ker de f plus l'identité est l'espace propre associé à la valeur propre moins 1. Donc sa dimension, c'est la dimension d'un espace propre, hein, de ker de f plus l'identité, est supérieur ou égal à 1. De même, la dimension de ker de f plus 2 fois l'identité est supérieur ou égal à 1, puisqu'il s'agit de l'espace propre associé à la valeur propre moins 2 et que des espaces propres ont forcément une dimension qui est supérieure ou égale à 1. C'est bon pour la question B. Question C. En utilisant que M n'est pas diagonalisable, démontrer que, bon bah, ici M n'est pas diagonalisable, et n'a que deux valeurs propres, qui sont moins 1 et moins 2. Donc, la somme des dimensions de ces espaces propres, plus la dimension de la somme des dimensions des deux espaces propres est strictement plus petite que la dimension de R³ qui vaut 3. Or, c'est un petit peu long à écrire, cette somme de dimensions, je fais un copier-coller parce que je suis fainéant, est supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2 est strictement inférieur à 3, donc j'en déduis que elle vaut exactement 2. Et bah, comme ils valent chacun minimum 1, la dimension de ker de f plus l'identité est égale à 1, et la dimension de ker de f plus 2 fois l'identité est aussi égale à 1. Question terminée. Hop, question D. Alors, je remonte ma page. Soit U un vecteur propre associé à moins 1, V à 1, DI. Justifier que U, V forme une famille libre de R3. Donc U et V
sont deux vecteurs propres U appartient à E-1 et V appartient à E-2. Or, E-1 inter E-2 est égal au vecteur nul, donc je ne peux pas être ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, U n'appartient pas à E-2, ce qui veut dire que U et V ne sont pas collinaires. Une V de 1, puisque dimension de E-1 est égale à dimension de E-2 est égale à 1. Si jamais j'avais un espace de dimension 2, ça serait n'est pas combinaison linéaire 2 et non pas collinaire. D'où la famille UV est libre, puisque famille de deux vecteurs non collinaires. Bon, là, le travail est un petit peu haché, ce qui fait un peu perdre, je trouve, de la fluidité dans ces questions, mais bon. Soit W un vecteur de R3 n'appartenant pas à un vecteur de UV, montrer que la famille UV est une base de R3. Bon, très bien. W n'appartient pas à vect de UV, donc W n'est pas combinaison linéaire. De U et de V. D'où UVW est libre. Cette famille est composée de trois vecteurs de R3. C'en est donc une base. UVW est une base de R3. Alors bien sûr, on met petit à petit tous les éléments dont on va avoir besoin, mais là, c'est vraiment des toutes petites questions avec des raisonnements qui ne vont pas très très loin à chaque fois. Question 3i. En utilisant le fait que machin, montrer qu'il existe deux réels tels que... Bon, très bien. Donc effectivement, f plus l'identité rond f plus 2 fois l'identité de W est égal au vecteur nul. Donc, f rond f de W est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça? Je ne sais pas. Hop. Et f plus 2 fois l'identité rond f plus l'identité de W est égal à 0. On en déduit que f plus 2 fois l'identité de W appartient au noyau de f plus l'identité que j'ai noté ici, E-1. D'où il existe un réel alpha, E-1, qui est vect en fait de U. Il existe alpha appartenant à R, tel que f de W plus 2W est égal à alpha U. De même, on va avoir que f plus l'identité de W appartient au noyau de f plus 2 fois l'identité que j'ai appelé E-2, qui est encore vect de V. Donc, il existe un certain coefficient bêta appartenant à R, tel que f de W plus W est égal à bêta V.
En déduire que W est une combinaison linéaire de U et de V et aboutir à une contradiction. Bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a que il existe deux réels alpha et bêta tels que f de W plus 2W égale alpha U. Or, f de W plus 2W est égal à f de W plus encore W, c'est-à-dire, cette chose-là, en fait, c'est bêta V. Donc, bêta V plus W. Conclusion, il existe deux réels alpha-bêta, tels que bêta V plus W est égal à alpha U. Si vous préférez, il existe deux réels alpha et bêta, tels que W est égal à alpha U moins bêta V. Donc W est combinaison linéaire de U et V. Cela est contradictoire. Hop, hop, hop. Cela est contradictoire avec le fait que W n'appartient pas à vecte de U et de V. D'après ce qui précède, on a vu que si M appartient à A, alors le spectre de M est inclus dans 0, 1, 2, ça c'est la question 5, 5A. Alors d'après 5A, le spectre de M est inclus dans 0, moins 1, moins 2 et M diagonalisable. Ça, c'est la question 9D. I. Ça ne suffit pas. Supposons maintenant M diagonalisable et le spectre de M inclus dans 0, moins 1, moins 2. Et bien là, on a aussi démontré que ça impliquait que M appartient à A. C'est la question 6. On a alors M qui appartient à A, d'après la question 6. D'où ce que l'on veut, c'est-à-dire l'équivalence. M appartient à A, si et seulement si le spectre de M est inclus dans 0, moins 1, moins 2 et M diagonalisable. Voilà pour la fin de ce problème.